Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de Qualitéval. Donc aujourd'hui, nous aborderons les événements indésirables, donc comment mettre en place une démarche de recueil et de traitement des événements indésirables qui sera efficace, notamment au travers du logiciel Qualitéval. Donc, je vous invite à vous présenter dans le chat, à surtout nous faire un retour si jamais vous avez un problème de son ou d'image, voilà, ou nous indiquer si le son et l'image est OK de votre côté, voilà, qu'on ait la confirmation que tout se passe bien. Si jamais vous avez un souci de son et d'image, il y a quelques astuces qui sont affichées à l'écran. On a les premières confirmations. Je vous remercie, Monsieur Dupuis. Bonjour. Et je vous rappelle que donc, parce que c'est une question qui revient régulièrement, donc on va l'anticiper, vous recevrez le lien vers le replay. Si jamais vous devez nous quitter avant la fin, vous aurez accès au replay vidéo. Ce webinaire est enregistré, donc il vous sera adressé par mail automatiquement après cette session et nous vous joindrons également le support du webinaire. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Cynthia Migliorero. Donc je vais te laisser te présenter, Cynthia, voilà, pour nous indiquer un petit peu ton parcours dans la démarche qualité. Pas de problème, merci Antoine. Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Cynthia Migliorero. Donc, je suis effectivement formatrice pour Qualitéval, de formation responsable qualité. Donc, on va dire que j'ai pu maîtriser quand même les événements indésirables. Et maintenant, je suis auto-évaluatrice et évaluatrice sur la nouvelle bouture de la HAS. Donc, le but étant de vous guider par rapport à cette nouvelle réglementation, par rapport à ce critère impératif. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. Donc moi, je suis Antoine Maître, je suis responsable du développement du logiciel Qualitéval chez Qualitéval Entreprise. Et donc, je serai co-animateur sur ce webinaire. Donc, comment est-ce qu'on va fonctionner durant le webinaire? Vous avez plusieurs moyens d'interagir avec nous. Donc, il n'y a pas de vidéo, hein, on n'est pas en visio, ça reste un webinaire. Vous avez la possibilité de nous écrire dans le chat. Donc, vous avez un bouton chat en bas à droite de votre écran. Ça vous permet de poser de nous indiquer si vous avez des problèmes techniques, de vous présenter, voilà, d'échanger avec nous sur différents points. Vous avez également juste à côté un onglet questions qui va vous permettre de poser toutes les questions à notre intervenante du jour et nous y répondrons soit au fil de l'eau si c'est pertinent, sinon il y a un temps de questions-réponses qui est prévu à la fin du webinaire. Le webinaire va durer environ 1 heure. Et on se réserve à peu près un quart d'heure de questions-réponses. Évidemment, on vous invite à les poser tout au long et puis on y reviendra au moment venu. Donc aujourd'hui, on va commencer avec l'intérêt de la déclaration des événements indésirables et on va vous proposer un premier sondage qui va s'afficher sur votre écran et je vous invite donc à y répondre pour qu'on puisse savoir un petit peu comment vous êtes positionné dans votre structure. Voilà, donc ça s'affiche, n'hésitez pas à répondre et ensuite on va pouvoir passer à la suite. On va regarder un peu les réponses. Donc pour l'instant, c'est plutôt en place dans les structures. On va laisser encore quelques secondes. Voilà, donc on a à peu près 75% de oui, cela fonctionne sur la réponse 1 et une dizaine de pourcents sur les deux autres réponses. Donc on va dire on va totaliser une 20% des personnes, 20-24% des personnes qui sont dans une des deux situations où ils ont besoin d'informations et de mettre en place ou de restructurer leur démarche. Donc j'espère que tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui va leur permettre d'avancer dans leur démarche de traitement des événements indésirables. Allez, je te laisse la parole pour la suite, Cynthia. Parfait. Allez, je prends le relais. Donc, on va déjà s'attaquer à une petite introduction. Donc, quand on parle de gestion des risques, finalement, on parle de quoi? La gestion, c'est le fait d'organiser finalement quelque chose. Le risque, c'est l'éventualité qu'un événement puisse causer un dommage. Donc, le fait d'identifier, d'évaluer et de mettre en place des actions permettant de diminuer et de contrôler la probabilité qu'un événement dit indésirable ne survienne.
Donc, on met en place finalement cette démarche de gestion des risques pour assurer la sécurité des personnes et des biens en maîtrisant du mieux possible les risques identifiés. Si on devait reprendre la définition d'un événement indésirable, un événement indésirable, c'est tout événement survenant au sein d'un service, d'un établissement qui peut avoir des conséquences néfastes sur les personnes accompagnées, les professionnels, les familles, les visiteurs, les biens et l'organisation de la structure. On va voir effectivement que c'est un critère impératif de la Haute Autorité de Santé et on va revenir un petit peu plus tard sur ce référentiel. Il y a plusieurs types d'événements indésirables en ESSMS, on va les passer un petit peu après. Ça peut être des événements indésirables liés à une personne, à du matériel ou à un mode de fonctionnement. Il peut y avoir un défaut lors du transport, par exemple, de la personne accompagnée. Il peut y avoir une rupture d'accompagnement, une privation de droit, un comportement violent de la part d'un usager à l'égard d'un autre usager ou à l'égard des professionnels. Ça peut être un problème, par exemple, avec la lingerie, un problème en lien avec la restauration, un problème en lien avec le technique. On va voir qu'il y a différentes catégories au niveau des événements indésirables. Dans les événements indésirables, il va falloir quand même distinguer ce que l'on appelle les événements indésirables associés aux soins. Donc, c'est tous les incidents, toutes les situations susceptibles d'entraîner en fait un préjudice pour la personne accompagnée lors de l'administration des soins. Vous avez un décret qui vient régir finalement ce que l'on appelle les événements indésirables associés aux soins. C'est le décret donc du 12 novembre 2010. Je vous ai mis un exemple, par exemple, fracture d'un membre après la chute d'une chaise à l'occasion de la toilette, par exemple, d'un résident. Événements indésirables graves, c'est les événements indésirables dont les impacts donc, sur la personne ou sur les biens sont importants. On a l'arrêté du 28 décembre 2016 qui nous permet de savoir exactement ce que l'on va rentrer dans les événements indésirables graves et ceux qui sont soumis à déclaration au niveau de nos autorités. Au niveau des événements indésirables graves, on peut avoir par exemple des situations de maltraitance à l'égard des personnes accueillies ou des personnes prises en charge. On peut avoir aussi par exemple des événements indésirables graves en lien par exemple avec des effets météorologiques. On peut avoir des actes de malveillance, on peut avoir des problèmes en lien avec l'organisation RH. Dans le décret finalement du 28 décembre 2016, on a exactement les catégories qui sont concernées par les événements indésirables graves. Quand l'on met en place une démarche d'événements indésirables, on peut aussi parler de ce qu'on appelle les événements porteurs de risques. Si vous êtes dans une démarche d'analyse d'accidents du travail, ça doit quand même vous parler. Lorsque l'on analyse les accidents du travail, on analyse bien sûr les accidents du travail avec arrêt et sans arrêt, mais on analyse aussi les presque accidents. Eh bien, c'est à peu près pareil. Il s'agit des événements qui n'ont pas engendré de conséquences graves pour la personne. Mais le fait d'analyser ces événements, ça va permettre de comprendre les causes, peut-être de pouvoir faire une analyse des causes et de comprendre les mécanismes qui ont permis quand même à la détection et au traitement de cet événement indésirable. Donc, on peut l'appeler aussi presque accident. Donc, dans cette démarche d'analyse d'événements indésirables, c'est quand même important de les déclarer, de les signaler et de les prendre en compte. Tout à l'heure, on parlait du référentiel de la Haute Autorité de Santé. Donc, pour ceux effectivement qui sont déjà dans leur auto-évaluation ou dans leur évaluation, nous avons donc dans ce nouveau référentiel 18 critères impératifs. Dans ces critères impératifs, nous avons de nombreux critères dans la thématique démarche qualité gestion des risques. Dans cette thématique démarche qualité gestion des risques, on a le critère 3.13. Donc, on a l'objectif 3.13 qui consiste à assurer le recueil et le traitement des événements indésirables. Le critère 3.13.1 veut dire l'ESSMS organise le recueil et le traitement des événements indésirables. Le 3.13.2, l'ESSMS communique sur le traitement des événements indésirables aux parties prenantes. On va voir que pour les parties prenantes, on va pouvoir intégrer bien sûr les professionnels, les personnes accompagnées, les membres du CVS, etc. Le critère 3.13.3, les professionnels déclarent et analysent en équipe les événements indésirables et mettent en place des actions correctives. Donc, on va voir qu'il y a quand même des indispensables à mettre en place pour pouvoir répondre à cet objectif 3.13.
effectivement, critères impératifs, cela veut dire que l'on attend pour ces critères-là que vous ayez une note à 4 ou étoile. Cela veut dire que vous n'allez pas fournir de plan d'action spécifique lors de votre rapport d'évaluation. Donc, après avoir finalement présenté l'intérêt de la déclaration des événements indésirables, on va s'intéresser tout simplement à la déclaration des événements indésirables. Il y a des facteurs clés quand même, des facteurs de succès qu'il va falloir mettre en place, déjà pour répondre à ce référentiel effectivement de la Haute Autorité de Santé, qui vont nous permettre aussi d'avoir une bonne démarche d'amélioration continue. N'oublions pas que le manuel s'appelle Manuel d'évaluation de la qualité des ESSMS et qu'on attend quand même de vous que vous mettiez en place une démarche d'amélioration continue. Donc, pour pouvoir répondre à ce référentiel, une partie, parce qu'après, il va falloir quand même voir si cette démarche d'événements indésirables s'est bien quand même imbibée sur le terrain. On va devoir déjà créer une procédure pour la déclaration et le traitement des événements indésirables et des événements indésirables graves. Vous devez avoir une procédure qui tient vraiment compte des EI et des EIG, c'est-à-dire comment vous les déclarez, comment vous les traitez, est-ce que vous faites des retours d'expérience? Comment vous mettez en place les actions correctives et où est-ce que l'on peut retrouver nos actions correctives? Bien sûr, vous devez avoir une fiche de déclaration. Donc, est-ce que vous avez une fiche de déclaration papier? Est-ce que vous êtes équipé du logiciel Qualitéval pour pouvoir déclarer vos événements indésirables? Est-ce que effectivement vous avez un autre fichier? Peu importe. En tout cas, il faut que vous ayez une fiche de déclaration qui soit accessible à l'ensemble des professionnels, qui puissent la récupérer dans un lieu ressource, que ce soit une fiche papier ou que ce soit une fiche numérisée. On vous conseille de mettre quand même en place ce que l'on appelle une charte d'incitation à la déclaration. Le but, effectivement, des événements indésirables, c'est de sortir un petit peu de cette culture du blâme. C'est-à-dire qu'on doit avoir un petit peu cette déclaration positive, donc d'inciter les professionnels à déclarer lorsqu'il y a des erreurs déjà, donc surtout liées aux erreurs médicamenteuses, mais aussi de pouvoir éviter cet outil un petit peu délétère entre les équipes, de pouvoir inciter les salariés à déclarer les événements indésirables. Vous avez peut-être déjà entendu de charte de non-punition. Parfois, on peut l'appeler comme ça. Moi, je préfère quand même charte d'incitation à la déclaration. Donc, on va créer cette charte d'incitation à la déclaration, la mettre bien sûr en affichage et sensibiliser les professionnels sur cette charte. Après, il va falloir quand même réaliser une analyse des événements indésirables et des événements indésirables graves. Alors, au niveau de l'analyse, effectivement, si vous êtes sur le questionnaire du CVS, qui est donc intégré dans votre référentiel HAS, on demande de faire des points quand même à chaque CVS sur les événements indésirables. Ce qui vous oblige quand même à minima au niveau trimestriel de réaliser un bilan des événements indésirables graves. Une analyse, effectivement, c'est bien sûr se pencher sur l'analyse des causes. Donc, on va voir qu'il y a des méthodes pour réaliser l'analyse des causes. C'est aussi donc mettre en place des actions d'amélioration, mais c'est aussi faire des statistiques de nos événements indésirables par catégorie, par exemple, mais aussi le nombre d'événements indésirables, le nombre d'événements indésirables graves. Il va falloir que vous puissiez fournir un plan d'action des axes d'amélioration que vous avez mis en place par rapport aux événements indésirables et aux événements indésirables graves. Ce plan d'action, donc si vous avez un logiciel effectivement comme Qualitéval où on a ce plan d'action qui est multisource, vous allez pouvoir filtrer votre plan d'action et sortir votre plan d'action simplement des événements indésirables. Et pour finir, il faut avoir des communications régulières sur ce sujet. Le sujet des événements indésirables, effectivement, on doit en parler lors des comptes rendus de réunions de service, dans les comptes rendus des réunions de direction. On doit en parler au CVS. Il faut effectivement que ça soit dans les pratiques de l'établissement. Donc ça, c'est les facteurs clés de succès. Effectivement, ce sont quand même des éléments de preuve que vous allez devoir fournir pour votre évaluation. Il n'y a pas que ça, il va falloir quand même voir si la procédure d'événements indésirables est quand même en place sur le terrain. Si vous avez des événements indésirables, en tant qu'évaluateur, on a quand même du mal à comprendre que vous n'ayez pas du tout d'événements indésirables. Événements indésirables graves, peut-être qu'il n'y en a pas. Événements indésirables, normalement, il y en a quand même dans tous les services et dans tous les établissements, au moins liés aux techniques ou autres. Et c'est cela aussi qu'il faut déclarer dans notre procédure d'événements indésirables.
Lorsque l'on est confronté à un événement indésirable, effectivement, si je suis témoin d'un EI, la première chose, bien sûr, c'est de mettre en place des actions immédiates. Si, il y a une problématique, la première chose, je mets bien sûr en sécurité la personne ou alors je trouve une solution et je viendrai tracer ces actions immédiates dans ma fiche de déclaration. Je préviens bien sûr le responsable, la direction ou le cadre, peu importe, et après, je déclare mon événement indésirable. Le but étant pas de déclarer l'événement indésirable trop tard, sinon vous allez perdre des informations, 24-48 heures maximum, pour essayer de récupérer toutes les infos et de pouvoir aussi réaliser notre analyse des causes. Attention, la déclaration n'empêche pas la mise en place de mesures immédiates. Les mesures immédiates doivent être retranscrites dans notre fiche d'événement indésirable. Lorsque vous êtes confronté effectivement à un événement indésirable, donc dans un premier temps, vous allez faire la déclaration en interne. La fiche de signalement, elle est vraiment indispensable. Donc, déjà, ça va vous permettre de pouvoir préparer votre déclaration en externe. Donc, si demain vous avez un événement indésirable grave, si vous avez déjà rempli votre fiche de signalement en interne, vous aurez déjà des informations. De plus, vous allez pouvoir piloter des indicateurs qualité. C'est quand même important de savoir le nombre de fiches d'événements indésirables que l'on a eu dans l'année, dans le mois, de pouvoir savoir les catégories d'événements indésirables, quelles sont aussi les personnes concernées par ces événements indésirables. Est-ce qu'on a des problématiques, par exemple, avec nos prestataires? Ça nous permettra aussi de mettre en place un plan d'action d'amélioration continue, mais aussi de partager une culture commune de la qualité et de gestion des risques. Il faut absolument que cette fiche soit accessible ou si c'est par exemple sur le logiciel, il faut que les personnes puissent avoir un accès facilement pour qu'ils puissent déclarer leur événement indésirable. Alors, tout le monde peut déclarer un événement indésirable, donc toute personne constatant un événement indésirable ou un presque accident qui a ou pas des conséquences. Le but étant de sensibiliser l'ensemble des professionnels et non pas que les professionnels soignants, que tout le monde peut déclarer un événement indésirable. Le but de la déclaration des événements indésirables, c'est bien sûr de connaître et de traiter une situation à risque. Lorsque l'on va déclarer un événement indésirable, on va pointer du doigt une situation qui potentiellement soit a déjà eu des conséquences ou aurait pu avoir des conséquences. Dans tous les cas, ça méritera une analyse et peut-être la mise en place d'actions correctives. Dès que possible, donc on va déclarer notre événement indésirable dès que cela est possible, dès qu'on a la possibilité de se retrouver derrière un ordinateur ou d'avoir une fiche papier. On va remplir notre fiche papier et on va la transmettre bien sûr à notre cadre de proximité, au cadre du service ou à la direction. Et après, on va avoir tout le process de déclaration et de traitement d'événements indésirables qui va se mettre en route. Dans votre procédure d'événements indésirables, vous devez vraiment décrire toutes les étapes. Donc, l'étape, bien sûr, où se trouve cette fiche, la phase où le salarié va déclarer cet événement indésirable ou même le cadre, hein, et comment ça se passe après pour traiter cette fiche d'événement indésirable. Quel est le circuit finalement de traitement? Quel est le circuit de traitement? Quel est le circuit d'analyse? Où est-ce que l'on retrouve nos événements indésirables, par exemple, archivés? Et comment on va réaliser l'analyse statistique de nos événements indésirables? Quand on rédige une fiche d'événements indésirables, il y a quand même des principes à respecter. Je fais beaucoup le parallèle avec la déclaration des accidents du travail. Quand vous déclarez un accident du travail et que vous voulez en réaliser l'analyse, s'il y a très peu de détails sur la déclaration d'analyse du travail, vous allez avoir du mal à réaliser cette analyse, à revenir auprès du salarié pour pouvoir trouver des solutions et des mesures de prévention. C'est exactement pareil pour la fiche de déclaration d'un EI. Il faut absolument que cette fiche, elle soit factuelle, donc sans aucun jugement au niveau de cette fiche d'événement indésirable. Il faut qu'elle soit explicite, qu'elle soit précise et qu'elle soit chronologique. Il faut que l'on puisse comprendre ce qui s'est passé dans cet événement indésirable. Sinon, lorsque vous allez réaliser votre analyse des causes, vous allez vous y perdre, vous allez avoir du mal à réaliser votre travaux des causes, votre méthode d'alarme ou autre. Donc, je vous propose l'outil qu'on connaît un petit peu tous, mais qu'on peut utiliser dans diverses situations. QQOQCQP, c'est vraiment cet outil. On va essayer de répondre à toutes ces catégories. Donc, on va commencer effectivement par le qui. Donc, qui concerne cette fiche d'événement indésirable, le quoi, où est-ce que ça s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, combien, est-ce qu'il y a une notion de combien, et surtout pourquoi.
Des fois, on ne pourra peut-être pas remplir toutes les catégories, mais en tout cas, on aura essayé de toutes les parcourir pour avoir le plus d'informations possible. Donc, c'est quand même des informations à avoir dans notre fiche d'événements indésirables. Il faut que quand on récupère notre fiche d'événements indésirables, si on est cadre ou si on est dans la direction, il faut qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé et qu'on puisse aussi revenir vers le déclarant. Ça va nous éviter, d'avoir, un deuxième aller-retour, de devoir retourner vers le salarié, récupérer des infos et cetera. D'autant plus si la fiche de déclaration si les fiches de déclaration sont anonymes, bah, dans ce cas-là, on va avoir du mal à récupérer certaines informations. Une fois que l'on a, réalisé notre déclaration d'événements indésirables et ben, il va falloir passer à l'analyse des événements indésirables et là, on va parler de gravité et de fréquence. Ça doit quand même vous parler si vous êtes dans une démarche de gestion des risques professionnels, gravité, fréquence, ça rejoint bien sûr la démarche d'évaluation des risques professionnels, donc notre DERP. On propose des échelles effectivement sur Qualitéval pour ceux qui sont déjà sur le logiciel et qui réalisent déjà la déclaration des incidents. On a effectivement proposé une échelle de gravité et de probabilité, donc probabilité égale la fréquence. Donc on peut avoir par exemple au niveau de l'échelle de gravité, de mineur, modéré, grave, critique et catastrophique. Au niveau de la probabilité, on peut aller de très faible, faible, moyenne, forte et très forte. C'est-à-dire que lorsque vous déclarez votre événement indésirable, donc si par exemple la personne déclare un événement indésirable, lorsque le cadre ou lorsque la direction ou le responsable qualité va récupérer cette fiche de déclaration, il va falloir se poser la question de la gravité et de la fréquence ou de la probabilité. Est-ce que l'on est face à un événement indésirable mineur, modéré, grave, critique, catastrophique? Et effectivement, quelle est la probabilité que cela se produise au niveau de notre établissement? Donc, une fois que l'on a réalisé finalement, qu'on a coté la gravité et la probabilité de notre fiche d'événements indésirables, il va falloir quand même s'attaquer à l'analyse des causes. Bien sûr, on ne va pas analyser tous les événements indésirables avec des méthodes extrêmement longues comme la méthode alarme, etc. Donc, j'ai mis une image qui est quand même parlante. Donc, les effets de l'erreur dépendent des propriétés du système et du contexte dans lequel elle se produit. Quand on voit les trois images, vous voyez donc une vieille dame avec un pot de fleurs qui tombe, mais qui est au rez-de-chaussée. Donc les effets seront beaucoup moins importants que déjà l'image numéro 2 où le pot tombe donc de plusieurs étages, mais il n'y a personne dessous. Et sur l'image numéro 3, le pot de fleurs tombe, mais en tout cas, il y a une personne dessous. Donc vraiment, ça va dépendre aussi du contexte dans lequel se produit votre événement indésirable. Et ça, il va falloir en tenir compte pour l'analyse des causes. Au niveau, donc l'HAS a mis en place bien sûr une analyse des causes pour les événements indésirables graves. Pour ceux qui ont déjà, du coup, déclaré des EIG auprès de vos autorités, vous avez déjà certainement dû remplir des formulaires, en ligne où on vous demande de revenir sur votre événement indésirable grave et de rechercher les causes, de ce qui s'est passé. Les événements, indésirables graves avec une pardon, les événements indésirables avec une gravité faible, vous allez avoir certainement un processus d'analyse beaucoup plus succinct. C'est-à-dire que peut-être que vous allez remplir la fiche de déclaration, la fiche d'analyse, par exemple, sur Qualitéval. Vous allez mettre en place vos actions immédiates et correctives. Et peut-être que vous n'aurez pas le vrai processus d'analyse des causes que l'on met en place quand on a un événement indésirable grave. Donc, le processus d'analyse de l'événement indésirable dépend vraiment de la criticité de l'événement. La criticité, n'oubliez pas, c'est effectivement la gravité fois la fréquence. C'est exactement pareil que le document unique. Donc, il y a des étapes indispensables dans l'analyse des causes. La première chose, c'est de reconstituer de manière chronologique les faits. Il faut savoir ce qui s'est passé et finalement dans l'ordre chronologique. C'est ce qui va nous donner aussi des éléments importants pour réaliser notre arbre des causes. Après, on va réaliser l'analyse des causes, mais on va aussi identifier nos barrières de sécurité. Qu'est-ce que l'on aurait pu mettre en place pour éviter que ça se produise? Mais aussi, qu'est-ce qu'on avait déjà mis en place et qui finalement a réduit potentiellement les conséquences de notre événement indésirable? C'est ça que l'on appelle nos barrières de sécurité.
On va définir un plan d'action et dans un événement indésirable grave, on vous demandera toujours de faire un rétex. C'est ce qu'on appelle un retour d'expérience. Ça veut dire qu'une fois que vous avez votre analyse, vous devez faire un retour à l'équipe de l'analyse des causes et des actions d'amélioration que vous avez mis en place. Et dans un dernier temps, bien sûr, mettre à jour et suivre votre plan d'action. Dans l'analyse des événements indésirables, l'objectif, c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé durant l'événement. Donc, dans cette étape, vous allez devoir rechercher ce que l'on appelle les causes dites immédiates. C'est celles qu'on va voir en premier lieu. Elles apparaissent comme étant vraiment celles à l'origine pardon, de l'événement indésirable ou de l'événement indésirable grave. Et après, plus on va rentrer dans l'analyse des causes, plus on va venir ressortir les causes profondes. Et là, c'est celles qui sont moins visibles, qui dépendent d'une analyse un petit peu plus poussée. Elles peuvent être en lien avec des facteurs humains, organisationnels, institutionnels ou environnementaux. Donc, si vous faites une analyse approfondie, vous allez devoir forcément la faire de manière collective. Une analyse, elle se fait de manière collective, pluridisciplinaire. Et en cas d'événement indésirable grave, vous allez bien sûr devoir la transférer à vos autorités compétentes. Il y a plusieurs méthodes d'analyse et d'identification des causes. Celle peut-être que vous connaissez peut-être tous, c'est l'arbre des causes. Donc, l'arbre des causes, on parle d'une cause unique et bien sûr, on déroule notre arbre des causes. On a la méthode des 5 M, matériel, milieu, etc., qui peut être utilisée, mais pas non plus dans tous les événements indésirables. Des fois, on peut se retrouver un petit peu bloqué avec cette méthode des 5 M. Ça va vraiment dépendre de l'événement indésirable. La méthode la plus préconisée, ça reste la méthode alarme, qui est une analyse extrêmement poussée avec, des questions qu'il faut remplir, sur 7 catégories. Cette méthode alarme, bien sûr, vous la retrouvez sur le site de la HAS. Vous avez, le document précis pour comment réaliser une méthode alarme et la méthode qu'on peut utiliser qui est assez simple, c'est la méthode des 5 pourquoi. Je pars de mon événement indésirable et je décline en pourquoi. Le linge n'a pas été livré aujourd'hui, pourquoi? Et on décline comme ça, en pourquoi, pourquoi. Et ça nous permet de mettre en place la méthode des 5 pourquoi. Alors 5 pourquoi, c'est une échelle. Des fois, on en a plus, des fois, on en a moins. Mais en tout cas, c'est une méthode d'analyse qui est facile à réaliser avec les équipes. Une fois qu'on a réalisé notre analyse des causes, on va devoir bien sûr réaliser et suivre notre plan d'action. N'oublions pas qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Donc, il va falloir bien sûr établir un plan d'action que l'on va devoir bien sûr suivre dans nos comités de pilotage. Donc, le pilote de l'analyse va communiquer sur les actions qui ont été mises en place par rapport à cette analyse d'événements indésirables. Le but étant de ne pas multiplier vos supports pour le plan d'action. Si vous réalisez les événements indésirables sur qualité VAL, ben, vous avez la chance d'avoir un plan d'action multisource dans lequel les actions des événements indésirables vont venir s'agrémenter. Mais vous allez avoir dans ce plan d'action les actions de votre projet d'établissement, projet de service, analyse des accidents du travail, etc. Le but étant d'avoir une vision vraiment globale de la démarche qualité. Il faut faciliter l'appropriation de l'outil par les professionnels. Si vous avez plein de fichiers Excel sur lesquels il y a des plans d'action, ça ne permettra pas aussi aux encadrants, aux cadres de pouvoir se saisir de ce plan d'action qualité. Le but étant que vous ayez bien sûr un plan d'action multisource et vous devez réaliser, n'oublions pas, un bilan de la démarche qualité au CVS, au groupe d'expression des usagers, aussi dans votre rapport d'activité, etc. Donc, si vous avez un logiciel qui est multisource, ça vous permettra d'être un peu plus pointilleux finalement sur l'extraction du plan d'action. Un plan d'action, dans les bonnes pratiques, ça doit être réaliste et réalisable. C'est-à-dire qu'on doit être quand même cohérent avec la réalité du terrain, avec la réalité de notre établissement. Ça doit s'adapter aux risques identifiés. C'est défini par les professionnels et bien sûr validé par les responsables, par le directeur. Le plan d'action, il est communiqué sur le terrain et suivi dans le temps. Ce plan d'action, il va rassembler les objectifs à atteindre et les actions à réaliser pour atteindre ces objectifs. On a donc un objectif global et dedans, on a nos actions pour pouvoir y accéder. Vous devez prioriser vos actions.
Donc faible, haute, moyenne, etc. Ou 1, 2, 3, selon ce que vous choisissez comme échelle. Vous devez mettre en place une date d'échéance et un pilote. Vous avez la possibilité parfois de mettre en place un copilote ou des personnes ressources. Toutes ces actions doivent être suivies dans un comité de pilotage ou dans des revues d'événements indésirables. Vous pouvez appeler cela comme vous voulez. C'est vrai que les revues d'événements indésirables, ça permet de faire le point sur nos événements indésirables, de faire le point sur nos actions d'amélioration et au moins, à minima, peut-être une fois par trimestre, de réaliser une revue des événements indésirables. Bien sûr, avec un compte rendu, n'oublions pas les éléments de preuve. Maintenant que je vous ai présenté toute cette partie, théorique, je vais vous montrer comment ça se passe sur le logiciel Qualitéval, comment on déclare, une fiche d'incident, quels sont les différents statuts et comment on peut rentrer aussi nos actions d'amélioration. Alors, normalement, j'ai partagé mon écran. Antoine, tu me dis si, c'est pas très lisible? Non, on est bon, a priori, c'est assez gros comme ça. OK, c'est parfait. Alors, pour bien sûr déclarer nos événements, indésirables, on va se rendre sur le module incident. Donc ici, vous pouvez retrouver le module incident, donc le module violet. Exactement pareil que pour la partie plainte. N'oublions pas qu'on attend beaucoup quand même sur la partie incident et plainte et réclamation et que les critères sont quand même assez ressemblants sur ce que l'on attend sur ces deux critères impératifs. Donc, vous allez retrouver votre tableau de bord, votre registre des événements indésirables que déjà vous allez pouvoir effectivement imprimer. On va retrouver la possibilité déjà d'imprimer un formulaire vierge. Donc ici, un formulaire de déclaration ou un formulaire de réponse. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous allez retrouver la possibilité d'imprimer votre formulaire en format PDF. Ici, vous avez la possibilité d'extraire bien sûr tout ce registre en format PDF. Mais lorsque vous voulez tout simplement déclarer un événement indésirable, déjà il faut savoir que toute personne ayant un accès au logiciel Qualitéval a forcément un accès à la déclaration des incidents. Donc les professionnels ont accès à la déclaration des événements indésirables. Cependant, ils n'ont pas accès à l'intégralité du tableau de bord et à tout ce qui a été déclaré dans votre licence. Mais ils peuvent déclarer et suivre leur déclaration sur le logiciel et sur leurs accès. Donc, si on veut déclarer un événement indésirable, on va cliquer sur le plus. Lorsque l'on va cliquer sur le plus, on va tomber sur ce formulaire effectivement de déclaration. Donc, on va retrouver la partie déclarant. De manière automatique, le logiciel récupère la personne qui est connectée là sur la licence. Donc, moi, il a récupéré mon nom et mon prénom. Cependant, vous avez la possibilité, bien sûr, de changer cette personne. Vous avez la date de déclaration. Est-ce que c'est vous-même qui avez constaté l'événement ou pas? Si vous dites oui, ça s'arrête. Mais si vous dites non, on va vous demander comment vous avez été informé de l'incident. Et on va vous proposer, et vous avez la possibilité bien sûr d'agrémenter cette liste, différentes modalités. Courriel, courrier, fiche de déclaration, etc. Au niveau de l'incident, ça va être bien sûr la date et l'heure de l'incident. Il ne faut pas confondre la date et l'heure de la déclaration. Donc, bien sûr, on peut déclarer 2-3 jours après l'incident. On va retrouver le lieu de l'incident. Tout est paramétrable, bien entendu, en fonction des lieux de votre établissement. La catégorie de personnes concernées, c'est aussi bien sûr paramétrable. Le service concerné par rapport à votre organigramme et les personnes concernées. On peut ajouter des personnes, donc soit en choisissant dans l'organigramme, soit en mettant autre, et on va rentrer le nom, le prénom et la chambre si besoin de la personne. Et ici, on va faire une description. C'est très important de former vos professionnels sur ce que l'on attend dans une fiche d'événement indésirable. Cette méthode que je vous ai présentée, qui, quoi, où, comment, quand, pourquoi, il faut les former là-dessus. Il faut qu'ils puissent quand même noter le maximum d'informations dans cette fiche de déclaration parce que vous, après, vous allez la récupérer pour l'analyser. Donc, on vous demande effectivement de préciser, de détailler les faits survenus avec des conséquences immédiates, bien sûr, les conséquences immédiates pour la personne et les mesures immédiates qui ont été mises en place. Donc, une fois que ça c'est décrit, on peut bien sûr ajouter un document. On peut enregistrer comme brouillon si on souhaite y revenir un petit peu plus tard et on va envoyer la déclaration au destinataire. De manière automatique, la déclaration part bien sûr aux responsables de module et aux administrateurs.
Donc, de manière automatique, des personnes vont recevoir un mail si leur adresse mail est rentrée pour dire qu'il y a une fiche de déclaration qui a été créée. Et après, on va marquer transmettre la déclaration. Donc ça, c'est la partie déclaration. Une fois que la déclaration est réalisée, effectivement, elle va passer en statut transmise et on va pouvoir l'analyser. Donc, quand on va passer à la partie analyse, on va retrouver ici toute notre fiche de déclaration. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus pour vous. Voilà. On va retrouver ici toute la partie déclaration. Un administrateur, un responsable du module a la possibilité de déverrouiller la déclaration d'incident et de revenir dessus. Un utilisateur SEM n'a absolument pas la possibilité de déverrouiller la déclaration d'incident. Et là, on va commencer l'analyse. On va venir coter la gravité et la probabilité avec l'échelle que je vous ai présentée tout à l'heure. De manière très récente, on a ajouté des catégories et des sous-catégories pour vous permettre de réaliser aussi des statistiques et que ça soit un petit peu plus facile pour le repérage des fiches d'événements indésirables et pour l'analyse, bien sûr, de vos événements indésirables. Donc, on a créé des catégories. On est toujours à même d'en rajouter si besoin. N'hésitez pas à nous faire des retours. On peut encore rajouter des catégories. On travaille avec des clients qui nous font remonter certaines informations. Donc, on a essayé en tout cas d'être le plus exhaustif possible. Mais si jamais demain il en manque une, voilà, une qui est quand même assez récurrente aussi, on peut venir y travailler. Donc, vous allez retrouver des catégories, cadre de vie, comportement usager, cuisine, etc. Vous allez sélectionner bien sûr les catégories. Est-ce que c'est un événement sanitaire indésirable ou un dysfonctionnement grave? On peut sélectionner bien sûr notre référentiel de risque, donc tout ce qui est type de risque institutionnel, professionnel ou usager. On est bien sûr aussi en lien avec le module risque. Et là, on va venir apporter nos réponses immédiates. Donc, ce que l'on a vu dans notre fiche de déclaration, on va l'intégrer pour dire, ben voilà ce qu'on a mis en place directement lorsque l'événement indésirable s'est produit. On peut bien sûr, donc ici, c'est ce qu'on appelle des réponses curatives, mais vous avez aussi réponses immédiates et c'est plus facile. Je sais que des fois, c'est compliqué de distinguer réponses curatives et réponses correctives. Après, on a la possibilité, par contre, de mettre en place nos actions correctives. Et là, on va être directement en lien avec notre module, bien sûr, plan d'action, et de pouvoir suivre nos plans d'action après directement dans notre module action. Donc, on va ajouter une action corrective. Deux possibilités, si vous utilisez déjà d'autres modules, ça va vous parler. Soit on crée une action d'amélioration, où l'origine est récupérée automatiquement, donc événement indésirable, et où l'on va rentrer notre pilote, notre nom de la fiche, l'objectif, etc. Soit nous avons déjà une fiche d'événement indésirable dans notre plan d'action, et là, on a la possibilité d'aller lier à une action déjà existante. Après, ça va nous mettre effectivement notre action corrective et on va dérouler l'analyse. Donc, il y a toute la possibilité de paramétrer, du coup, toute cette partie-là dans la partie paramétrage du module incident. Donc, les entreprises contactées, les conséquences pour la santé et la sécurité des victimes, est-ce qu'il y a des répercussions médiatiques, les suites données par l'établissement, par la victime, etc. Et après, on va résoudre notre événement indésirable. C'est-à-dire qu'on va la sélectionner, la personne ayant résolu l'incident, et on va mettre une date de résolution. Est-ce que l'incident est susceptible de se reproduire? On peut ajouter encore des éléments et on va enregistrer et indiquer comme résolu. Une fois l'événement indésirable indiqué comme résolu, on va effectivement pouvoir passer à la clôture de notre événement indésirable. Moi, je dis toujours, si vous faites des revues d'événements indésirables, c'est peut-être le moment, en revue d'événements indésirables, de passer du stade résolu au statut finalement clôturé. C'est-à-dire que le cadre a rempli, par exemple, la fiche d'événements indésirables et la direction va émettre un dernier regard sur cette fiche d'événements indésirables et va valider ici et clôturer la déclaration. Une fois que, bien sûr, on a validé et clôturé la déclaration, elle passe en statut archivé. Cela ne veut pas dire qu'on perd notre déclaration, mais cela veut dire qu'elle est toujours quand même dans notre logiciel, dans notre plateforme, mais qu'il va falloir qu'on filtre pour retrouver effectivement nos déclarations archivées. Donc, ici, au niveau des statuts, vous pouvez bien sûr récupérer vos déclarations archivées. Donc ça, c'est pour la partie déclaration. Vous avez bien sûr toujours la possibilité de réaliser une analyse en des statistiques. Et quand vous allez cliquer sur l'onglet statistiques, vous allez pouvoir bien sûr filtrer sur ce que vous voulez et vous allez pouvoir avoir des graphiques sur est-ce que ça concerne les usagers, les professionnels,
les services, les lieux. Vous pouvez changer votre type de graphique, les catégories, la gravité, la probabilité, etc. Donc là, vous pouvez sortir toute l'analyse de vos incidents, de vos événements indésirables et en cliquant sur imprimer, vous sortez votre rapport, donc vos impressions de statistiques. Si demain vous ne vous rappelez plus comment déclarer un événement désirable, on a un petit mémo sur comment déclarer. Et pareil, pour finir, si vous voulez filtrer votre tableau de bord, vous avez la possibilité d'utiliser des filtres au même titre que le module action, que le module plainte, et vous pouvez filtrer votre plan d'action, votre tableau de bord par gravité, probabilité, par risque, par statut. Et ça vous donnera peut-être un tableau de bord un petit peu plus lisible. Donc ça, c'est pour la partie déclaration. Peut-être que, je ne sais pas si vous avez des questions, mais peut-être qu'on peut attaquer sur la partie questions-réponses. Oui, ça me semble bien. Je te remercie, Cynthia. On va repasser du coup sur le voilà, sur le PowerPoint. Donc, écoute, je te remercie pour cette présentation très complète, précise, détaillée. Il y a en effet quelques questions qui ont été posées, donc on va y revenir. Voilà, je vais les afficher à l'écran pour qu'on puisse y répondre. J'invite tout le monde, si vous avez d'autres questions, à évidemment les ajouter dans l'onglet questions, et puis on va dérouler tout ça ensemble. Donc, première question qui a été posée, c'était concernant le traitement des événements indésirables. Est-ce qu'on fait une différence entre un événement indésirable individuel et collectif? Et si oui, comment est-ce qu'on traite différemment l'un et l'autre? Alors, j'aurais aimé plus de précisions sur ce qu'on appelle un événement indésirable individuel et collectif, parce que c'est vrai que je distingue pas trop, mais par contre, si je prends le cas, par exemple, d'une agression d'un résident sur un autre résident, par exemple, on est quelque chose d'individuel, j'aurais dit qu'on va analyser de la même façon que si on a un événement indésirable qui concerne l'ensemble des professionnels, par exemple, et qui est collectif. Je le voyais plus comme ça. Pour moi, il n'y a pas de différence de traitement. C'est comme on fait une différence si on est au niveau de la gravité de l'événement indésirable. Pour moi, la seule différence que l'on va faire, c'est au niveau de l'analyse. Si on est sur un événement indésirable mineur ou si on est sur un événement indésirable grave, qu'il soit individuel ou collectif, la différence, ça va être l'analyse qui va être un petit peu plus poussée. Au niveau de la déclaration, ça ne va rien changer. C'est juste que la fiche, on va la remplir différemment, si on est sur du individuel ou collectif, mais ça ne va rien changer à notre analyse. Ce qui va changer, c'est la gravité de l'événement. Très bien, parfait. Bon, c'est très clair. On va voir si on a un complément d'information. Madame Robert, D'accord. n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat, et puis au besoin, on y reviendra. Alors, deuxième question, toujours de Madame Robert. Donc, dans certains cas, il est délicat de notifier le nom des personnes concernées par respect du secret professionnel. Comment gérer quand le nom n'apporte pas de plus-value? En gros, dans quel cas est-ce que c'est pertinent de laisser une fiche anonyme, et dans quel cas est-ce que c'est moins pertinent, et est-ce que ça peut, dans le cas d'une fiche anonyme, entraîner des freins à l'analyse? Alors, on peut faire bien sûr la déclaration des événements indésirables de manière anonyme, complètement. On laisse dans le logiciel cette possibilité-là de noter la personne qui est concernée pour que vous puissiez parfois apporter une réponse un petit peu plus précise, on va dire, et travailler davantage sur l'analyse. On a la possibilité de totalement analyser cette déclaration et donc dans ce cas-là, de rentrer sur une analyse finalement, peu importe que ça concerne madame X ou Y, on va essayer de trouver des solutions pour cet événement indésirable. Si effectivement le nom n'apporte pas de plus-value, on ne le met pas. On peut juste dire que par exemple, il y a eu une problématique entre deux résidents. Mais par contre, pour certains cas, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir le nom de la personne. Je pense que c'est aussi la politique de l'établissement. Certains font l'analyse des événements indésirables de manière anonyme, d'autres notent les informations. Nous, on s'est positionné sur le logiciel à vous laisser la possibilité de. C'est ça, Je sais le pas si. logiciel n'impose pas le nom, ça reste un champ facultatif, donc vous pouvez adapter votre démarche en fonction de votre besoin.
Parfait, je te remercie pour cette réponse. Alors, question suivante, donc, qui va concerner la gravité et la fréquence des événements indésirables. Est-ce que c'est le professionnel qui les identifie ou alors est-ce que c'est le référent qualité qui réceptionne les événements indésirables, qui doit identifier la gravité et la fréquence? Alors, c'est une très bonne question parce que j'ai été dans des établissements où on demandait aux déclarants de mettre, une gravité, et une fréquence à chaud, finalement. C'était et j'ai vu beaucoup d'établissements avec une fiche de déclaration où le déclarant doit noter, est-ce que l'événement est grave et quelle est la fréquence. Nous, effectivement, on n'a pas fait ce choix-là dans Qualité Val, on l'a mis sur la partie analyse. À mon sens, c'est plus facile pour le responsable qualité ou pour la direction ou pour le cadre d'établir une fréquence et une gravité. Je ne suis pas sûre que l'ensemble des salariés soient formés réellement à cette distinction entre un événement indésirable mineur, etc. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à le mettre dans la partie analyse, mais j'ai encore des établissements qui le font de l'autre côté. Il n'y a pas finalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense qu'en termes de bonne pratique, c'est plus facile sur la partie analyse, c'est-à-dire donc par le référent qualité ou par la personne qui va réceptionner l'UI. Pour moi, c'est un petit peu plus facile. Très bien. Et c'est en effet le choix qui a été fait dans le logiciel de proposer ça directement Oui, aux responsables parce que on s'était rendu compte il y a quelques années, c'était proposé également dans la fiche de déclaration, mais on s'était rendu compte avec des retours clients que dans certaines structures, ça bloquait et ils se retrouvaient avec des fiches qui n'étaient pas transmises parce que les gens ne savaient pas remplir exactement. certains champs. Et donc, pour éviter ce blocage, parce que l'important, c'est quand même que l'information soit transmise et que l'événement puisse être traité, voilà, c'est pour ça que c'est un champ qui a disparu. Voilà. On pourra faire des analyses et voir s'il y a besoin d'évolution sur ce point, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous a semblé plus pertinent en ce sens. Alors, autre question, mais du coup, qui est intervenue et puis tu as répondu un petit peu après dans ton déroulé, mais on va quand même reprendre la réponse. Donc, qui déclare la gravité? Est-ce que c'est le déclarant ou est-ce que c'est la direction? Donc là, on vient d'y répondre. Oui, Alors, direction, pas forcément, mais pas forcément, oui. effectivement, voilà, ça peut être un responsable qui est désigné pour traiter. Ça peut être de manière collégiale également lors d'une revue d'événements indésirables, comme tu l'as indiqué. Alors, question suivante. Comment peut-on obtenir un bilan des EI exportés de Qualitéval par typologie? Donc là, c'est ce que tu nous as indiqué à la fin de ta Mhm, démonstration. Donc, c'est dans la partie statistique exactement. où on va retrouver la possibilité de définir des statistiques. Alors là aussi, vous avez des filtres. Vous pouvez filtrer vos statistiques pour obtenir le résultat que vous souhaitez exporter. Et une fois que vous avez les éléments qui vous intéressent, vous avez le bouton d'export. Donc, Cynthia a mentionné tout à Oui, l'heure. Vous le retrouvez dans le haut pour exporter vos résultats. Vous avez également la possibilité sur cette page d'analyse de statistiques de vos différents EI d'exporter individuellement chacun des graphiques si vous souhaitez les réutiliser dans une exactement. présentation, pour un affichage ou autre. Chaque graphique peut être récupéré sous format image individuellement. Vous n'avez pas forcément besoin d'exporter l'ensemble s'il n'y a que quelques graphiques qui vous intéressent. Alors, question suivante. Donc, quelle différence entre une fiche de I et une fiche d'amélioration? La notion de récurrence intervient-elle? Alors, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Une fiche EI, pour moi, c'est la fiche d'événement indésirable. Une fiche d'amélioration, c'est votre plan d'action. C'est du coup une des fiches de votre plan d'action. La notion de récurrence, oui, bien sûr, on vous demande dans la partie analyse si l'événement indésirable peut du coup se reproduire. Donc on a cette notion de récurrence, puis on a quand même cette fréquence aussi qui vient du coup noter notre récurrence. Donc pour moi, vraiment fiche EI, c'est votre fiche d'événement indésirable, c'est votre fiche de déclaration. Fiche d'amélioration, je sais que des fois j'en ai sur des établissements où ils ont ces fiches d'amélioration qualité. Pour moi, c'est pas la même chose. La fiche d'événement indésirable, c'est vraiment là où on va déclarer notre événement indésirable. Très bien.
Je te remercie. Donc, on a fait le tour des questions. Donc, je vous propose de poursuivre avec un dernier sondage. Voilà, quel a été votre avis sur ce webinaire? Et puis ensuite, on va passer à la conclusion. Donc là encore, on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Et puis, Cynthia, je vais te proposer de passer à la conclusion le temps Oui. qu'on récupère les réponses. Je vais également en profiter pour vous partager le support voilà, de ce webinaire. Donc, vous allez pouvoir le récupérer. Et puis sinon, on verra s'il y a besoin de le renvoyer par mail par la suite. Ok. Alors, moi, je fais ma conclusion. Donc, on va venir récapituler les points importants. Alors, pour une bonne démarche d'événements indésirables, on évite la culture du blâme. C'est pour ça qu'on met une charte d'incitation à la déclaration. On évite de croire que le professionnel ne fait pas d'erreur et on ne dit pas que l'erreur, du coup, est automatiquement sanctionnée. Ça va donc avoir des conséquences comme la peur, la dissimulation, la méconnaissance. Le résultat, ça va être que les erreurs vont se reproduire et qu'on ne va pas avoir une bonne démarche de gestion des risques dans notre établissement. Donc, les risques vont augmenter. À la différence, si on a une culture sécurité où on a du coup la croyance que tous les professionnels peuvent faire des erreurs, l'erreur est acceptée et analysée. On a du coup des erreurs qui sont comprises et maîtrisées. Et dans ce cas-là, on va avoir une bonne culture sécurité. Et ça, c'est quand même un peu la clé du succès. Voilà, en effet. Donc pour aller plus loin, avec le logiciel, on vous propose donc ce qui est un pendant. Hein. Aujourd'hui, on a mis l'accent sur les événements indésirables, sur la même logique, mais pas déclarée par les mêmes personnes. On retrouve les plaintes et réclamations nous sommes en train de mettre à jour le module document. Donc, vous aurez une mise à jour qui va intervenir sur l'été, mise à jour importante puisqu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui arrivent et on aura l'occasion d'y revenir en septembre. Je vous présente ça dans les slides qui viennent. Donc, on vous propose 2 journées de formation en inter. Donc, ce sera des formations en distanciel, en visio d'une journée, avec une demi-journée qui sera consacrée donc au nouveau module document et une demi-journée qui sera consacrée au module de plainte, donc qui est également nouveau dans le logiciel. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien sur le PDF que je vous ai mis en téléchargement. Vous pouvez directement cliquer pour nous contacter sur les différents liens. Autre possibilité également pour se former, cette fois-ci plutôt pour les personnes qui découvrent le logiciel. Donc, si vous avez des nouveaux collaborateurs, vous avez la possibilité de leur proposer un module de e-learning sur la prise en main et sur les paramétrages du logiciel. Donc, vous avez la possibilité de tester et d'avoir accès à ce module gratuitement pour 2 personnes dans votre structure. Donc, n'hésitez pas, là encore, à prendre contact avec mes collègues et on est en train de valider un nouveau module sur le DUERP qui arrivera, je pense, d'ici la rentrée de septembre. Voilà, donc le prochain webinaire en septembre, notez-le directement dans vos tablettes. Donc le mardi 24 septembre, on abordera la partie document. Donc comme je vous le disais, toutes les nouveautés du module document sous l'angle bien abordé, la gestion documentaire en ESSMS. Donc les inscriptions seront ouvertes dans le courant de l'été, au plus tard au 1er septembre, directement comme d'habitude dans votre centre d'aide. Là encore, n'hésitez pas à vous inscrire directement et il y aura des rappels dans les différentes newsletters qu'on peut publier. Donc n'hésitez pas non plus à vous inscrire à la newsletter si vous voulez être tenu informé des évolutions du logiciel, des formations qui sont proposées et bien évidemment des dates et horaires des prochains webinaires qui vous sont proposés.
Donc, je vais te remercier, Cynthia, pour toutes Merci ces à vous. informations, voilà, pour m'avoir accompagné dans ce webinaire. Merci à tous pour votre attention, pour vos différentes questions. On vous souhaite une bonne fin de journée et Belle n'hésitez pas, journée. voilà, donc à nous retrouver, à vous inscrire pour le webinaire de septembre. Je pense qu'il y aura plein de choses intéressantes à apprendre sur la partie documents. Passez un bel été et à très bientôt pour la suite de nos aventures avec la démarche qualité. Merci à tous. Merci pour votre attention.